Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous dévoiler les lois physiques qui s'appliquent à la politique, la mécanique des forces qui commande l'évolution d'une nation, de toute nation. On aura là les bases pour comprendre ce qu'est le bien commun, les missions du pouvoir politique et comment sauvegarder notre avenir collectif. On va voir dans les deux vidéos suivantes qu'il y a trois façons de gouverner une nation, par la force, avec le consentement, ou par la ruse. Et dans la troisième vidéo, on verra 70 ans d'arnaque démocratique, tout ça pour détruire notre nation et la servir à un empire ultralibéral, ultralibertaré. Alors d'abord, qu'est-ce que la nation ? Il faut remarquer qu'on ne naît pas nation, on le devient au fil de l'histoire. Au début, la société est une simple collectivité. Cette collectivité est constituée, comme vous pouvez le voir, d'un corps social, lui-même composé d'un corps sociétal, d'un instinct collectif et d'un affect social. Je l'ai pensé par analogie à l'homme, je ferai une vidéo ultérieurement. Et ces trois éléments forment trois domaines, économique, militaire et social. Ces éléments produisent trois besoins collectifs, le besoin de consommer, le besoin de sécurité et de garantir la protection du groupe sur le territoire, et puis le besoin d'intégration sociale. Et ces besoins sont satisfaits par trois éléments. La production d'abord de biens et services, ensuite un chef qui sait assurer la protection de la population sur le territoire, et puis la justice sociale. On remarquera que du groupe émerge toujours un chef, dont l'autorité repose par combinaison dans l'histoire sur le charisme personnel, intelligence, force, courage, et ou sur le sacré, comme l'élection divine, et ou sur la coutume, comme les traditions d'accession au trône. L'acceptation des gouvernés à être gouvernés est alors tacite et obligatoire, et forme un contrat d'adhésion tacite avec des clauses léonines. Les règles d'accession au trône et de dévolution se mettent en place peu à peu, et si elles sont respectées, elles constituent le premier socle de légitimité du pouvoir. Mais ce pouvoir ne conservera sa légitimité que s'il vise à la satisfaction des besoins du groupe. Dès lors, ce pouvoir politique doit avoir trois buts: garantir l'accès à la production, assurer l'ordre public et promouvoir la justice sociale. Il y arrivera par trois moyens. D'abord, battre monnaie, c'est le contrôle de la masse monétaire, lever l'impôt, la police, l'armée et la diplomatie, et des services publics comme les voiries, justice, hôpitaux. Ces trois moyens s'appellent traditionnellement les pouvoirs régaliens. S'il n'y arrive pas, ce pouvoir, ce sera la précarité, l'insécurité, la guerre et les tensions sociales, et elles feront que ce pouvoir perdra sa légitimité et qu'un autre prendra sa place. S'il y arrive, la société sera prospère, en sécurité, en paix et connaîtra une certaine cohésion sociale. Si le pouvoir a réussi à utiliser correctement les pouvoirs régaliens dans la longue durée et malgré les vicissitudes, la collectivité se transforme en nation, en peuple. On ne naît pas peuple, on le devient, comme je disais. Le contrat d'adhésion n'est alors plus tout à fait léonin, il s'équilibre peu à peu. Autrement dit, dès que dans la durée, les besoins du corps social, de l'instinct collectif et de l'affect social sont satisfaits par une bonne utilisation des pouvoirs régaliens, le pouvoir fait passer la société inconsciemment et malgré lui, pour ainsi dire, de collectivité à nation. Elle est alors passée à l'âge adulte. Elle est devenue mature et possède une conscience collective qu'on peut appeler un sentiment national et de nouvelles aspirations qui feront naître de nouvelles obligations pour le pouvoir qui se dépatrimonialisera et deviendra un pouvoir politique. Trois nouveaux éléments voient alors le jour: la mémoire collective, le génie national et la volonté commune ou générale. Ils forment alors les domaines civiques, culturels et juridiques. Le pouvoir doit alors comprendre que sa légitimité, qui est tirée et ou de la coutume, du sacré et du charisme familial, n'est plus alors seulement liée à la bonne utilisation des pouvoirs régaliens. La mémoire collective engendre le besoin d'une identité collective. Ce besoin du groupe sera satisfait par une représentation commune du passé. Et le pouvoir doit alors comprendre que sa légitimité n'est plus seulement liée à la bonne utilisation des pouvoirs régaliens, elle tient également à sa capacité à renforcer et garantir l'unité nationale. Ce pouvoir y arrivera en créant des repères collectifs, mythes fondateurs, symboles, structurant la représentation du régime politique. Si le pouvoir politique n'arrive pas à satisfaire ce besoin de la nation, la société se décomposera territorialement par repli identitaire. S'il y arrive, la société sera empreinte de civisme, d'amour du pays, ce lien fort des individus
avec la collectivité, et sans cet amour pour le pays, sans ce lien fort, nous sommes fragilisés en tant que nation. Et elle disparaîtra corps et âme, il ne restera que des mercenaires et des produits à code-barre. Je rappelle que la démocratie est née historiquement sur les champs de bataille, grâce à l'égalité devant et dans la mort. Le lien entre la nation et le citoyen est donc le premier garant de la démocratie. Ensuite, le génie national, lui, engendre le besoin d'une grille de lecture commune, du sens à donner à la vie collective dans le présent. Ce besoin du groupe sera satisfait par des valeurs explicatives du monde qui donnent sens au vivre ensemble. Le pouvoir doit alors comprendre que sa légitimité n'est plus seulement liée à la bonne utilisation des pouvoirs régaliens, elle tient aussi à sa capacité à renforcer et garantir la confrontation pacifique des idées politiques dans une société où la conscience collective, éveillée, pousse à l'ouverture de l'espace public, à la liberté d'opinion et d'expression. Et ce pouvoir y arrivera en ouvrant l'espace public à la libre formation et expression des idées notamment politiques, ce qui ouvre la porte à une opposition politique structurée puis légitimée. Si le pouvoir n'arrive pas à satisfaire ce besoin de la nation, le conflit politique ne sera pas civilisé mais violent. Il sera réglé à coups d'épée, à coups de fusil ou de lancers de pavés ou de lanceurs de balles au lieu de débats publics. J'expliquerai que le grand débat est tout sauf un débat, des monologues successifs n'ont jamais fait un dialogue. S'il y arrive, la société sera ouverte à un conflit politique civilisé. Enfin, la volonté générale engendre, elle, le besoin de civiliser le vouloir vivre ensemble pour l'avenir. Ce besoin du groupe sera satisfait par des règles juridiques communes. Le pouvoir doit alors comprendre que sa légitimité n'est plus seulement liée à la bonne utilisation des pouvoirs régaliens, elle tient aussi désormais à sa capacité à garantir un vivre ensemble civilisé. Il y arrivera ici le pouvoir en structurant un état de droit juste avec une hiérarchie des normes, la soumission de l'administration au principe de l'égalité et la sécurité juridique contre l'arbitraire du pouvoir par la séparation des pouvoirs. Si le pouvoir n'arrive pas à satisfaire ce besoin de la nation, la société connaîtra des vagues de désobéissance civile et d'anarchie. S'il y arrive, la société sera empreinte d'obéissance civile spontanée. Donc au total, le contrat d'adhésion tacite de la collectivité au pouvoir change de nature dès lors que celui-ci remplit avec succès ses missions de satisfaction des besoins de la collectivité devenue peuple. Autrement dit, à maturité, la nation se libère du contrat d'adhésion pour aller vers un contrat social tacite qui repose surtout sur 3 éléments. La mémoire collective qui a engendré l'État-nation, le génie national qui a engendré le consentement des gouvernés à être gouvernés et abouti à la démocratie, et la volonté commune qui a engendré l'état de droit. Alors je ne précise pas tout, mais simplement que le pouvoir politique, s'il veut rester légitime au total, doit tendre vers le bien commun. Vous le voyez, le bien commun consiste à garantir l'accès de tous à la production, soutenue et encouragée par l'État, garantir la population et le territoire, garantir l'ordre public, garantir la justice sociale, garantir l'unité nationale et garantir un conflit politique civilisé dans un espace public libre. Et garantir enfin un vivre ensemble civilisé dans le cadre d'un état de droit juste. Les moyens pour accomplir cette mission de bien commun, ce sont les prérogatives de puissance publique, les leviers de la souveraineté qui forment ensemble la souveraineté. Ces leviers sont donc, vous voyez, la capacité de battre monnaie librement et de soutenir ainsi l'activité économique pour garantir l'accès de tous à la production. L'argent n'est que le titre d'accès à la production, je l'expliquerai ultérieurement. La capacité de sanctuariser le territoire pour protéger la population sans détruire les libertés, la capacité d'assurer la justice sociale en mettant en place des services publics pour garantir la cohésion sociale, la capacité de représentation, c'est-à-dire de s'imposer comme le chef légitime de tous les Français pour garantir l'unité nationale, tant dans l'accession au pouvoir que dans l'exercice du pouvoir, la capacité de construire et conserver un espace public libre pour garantir les débats publics nationaux, pacifiques, libres et contradictoires par nature, la capacité, enfin, de faire des lois justes et d'en sanctionner le non-respect pour garantir un vivre ensemble civilisé. L'équation est simple, souveraineté, indépendance, recherche du bien commun. Autrement dit encore, le seul moyen de rechercher le bien commun, c'est d'être indépendant. Et pour être indépendant, il faut avoir la souveraineté. Si le pouvoir politique réussit dans son œuvre, la société obtient la richesse, la sécurité, la cohésion, le civisme, la civilisation du conflit politique et l'obéissance civile.
Ce sont tous les signes que le pouvoir politique est libre, que la nation est indépendante, c'est-à-dire non soumise aux diktats de quelqu'un. Et l'on voit bien que le pouvoir politique, aujourd'hui, a 100% de réussite dans l'échec. Précarité, insécurité, exclusion sociale, communautarisme, censure, violence politique, désobéissance civile et tendance anarchique. Au passage, on voit que pour éviter les violences politiques, il faut non pas verrouiller, mais libérer l'espace public, et non pas le confier à 8 milliardaires aux intérêts convergents sous le nez d'un CSA hypocrite et d'un Conseil constitutionnel très triste, ou encore verrouiller l'espace public par des lois fuck news, par le secret des affaires ou par le truchement du droit d'auteur. Pour éviter l'anarchie, il faut des droits justes et non une escalade sécuritaire. Le rôle du politique n'est pas de se débarrasser de la souveraineté, vous le voyez, ce n'est pas de soumettre la société à un pouvoir quel qu'il soit, dans la seule optique de rechercher la satisfaction d'intérêts privés. Sinon, c'est anachronique, c'est de l'obscurantisme, c'est un retour aux seigneurs féodaux et aux empires. Je précise que toute l'histoire de France est marquée par cette double lutte qui a conduit d'un contrat d'adhésion léonin à un contrat social tacite, puis selon un processus que je détaillerai une autre fois, vers un contrat social explicite. Lorsque ce contrat social explicite est mis en place, le consentement du peuple est explicitement requis pour gouverner. C'est la démocratie, qu'elle soit directe ou représentative. Dans ce cadre, le pouvoir politique peut gouverner de 3 façons. Soit il commande en maître par la violence, un violent consentement populaire qui n'est alors pas libre, soit il respecte la démocratie, gouvernant avec le consentement du peuple, qui est alors libre et éclairé, soit il gouverne par la ruse, usant de manœuvres dolosives pour induire le consentement populaire en erreur et qui n'est alors pas éclairé. Toute relation du pouvoir politique et des gouvernés ne rentre que dans l'une de ces 3 cases. Pour prendre un exemple, si vous voulez rentrer chez quelqu'un, soit vous défoncez la porte, soit vous lui demandez son accord, soit encore vous faites passer pour quelqu'un d'autre, en usant de manœuvres dolosives, par exemple. Dans la prochaine vidéo, on verra ce qu'est réellement la démocratie et les 13 principes fondamentaux sur lesquels elle repose. Je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous voulez encourager et rétribuer cette chaîne, qui est l'aboutissement d'un travail colossal sur plusieurs années, si vous voulez qu'elle soit plus visible auprès de plus de personnes, que ces idées se répandent, je vous remercie de mettre un pouce et de taper la cloche pour vous abonner et partager cette vidéo. Les algorithmes seront contents et moi aussi. À bientôt.